Impeccable. Merci beaucoup. Merci. Merci Patricia pour l'introduction et merci à Laurence pour l'organisation, la coordination. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de neuroplasticité dans le cerveau humain en lien avec la maltraitance infantile. Alors, tout d'abord, peut-être les remerciements à ceux qui ont fait le travail. Donc, mon labo fait partie du groupe McGill d'études sur le suicide, qui est basé essentiellement à l'Institut Douglas, hôpital psychiatrique affilié à l'Université McGill. Dans mon labo, on s'intéresse justement, essentiellement, on étudie seulement le cerveau humain post-mortem de personnes qui souffraient de troubles de santé mentale, essentiellement de dépression, et qui se sont suicidés. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les substrats biologiques qui sous-tendent les troubles de l'humeur et le suicide. Et il y a une dimension qui nous intéresse tout particulièrement, c'est les effets à long terme de la maltraitance infantile sur le cerveau, sur les régions limbiques du cerveau et incluant le cortex préfrontal. Donc, le travail que je vais vous présenter a été démarré par Arnaud Tantier, qui était postdoc dans mon labo et qui est maintenant un poste de professeur à Tours, en France, et qui a été poursuivi ensuite par Claudia Béliveau, qui est en fin de doctorat dans mon labo présentement, avec justement l'aide et la participation notamment de Pierre-Élie Lutz, qui a aussi un poste en France, maintenant à Strasbourg, et d'un postdoc actuellement dans le labo Résar à Hélium. Alors, je vais vous parler de filets périneuronaux ou périneuronal nets. Vous avez peut-être entendu parler dans la littérature. C'est des structures, c'est des filets qui enrobent le corps cellulaire et les dendrites proximaux de certains types cellulaires dans le cerveau. On les connaît depuis assez longtemps parce qu'ils ont été découverts par Golgi, un des pionniers en neurosciences modernes qui a permis justement, qui a contribué grâce à sa méthode de coloration argentique au développement de la doctrine neuronale de Caral et autres. Et puis, donc, il s'agit, comme je le disais, d'un filet comme ça qui, au départ, on pensait que c'était un artefact. Ça intéressait beaucoup Golgi parce que lui voyait le cerveau, l'organisation de toutes les structures dans le cerveau comme étant associées en filets. Il ne voyait pas qu'il y avait des entités cellulaires. Et donc, il y a des filets aussi autour des cellules. Il trouvait ça absolument fascinant. Mais très rapidement, on a suggéré que c'était des artefacts et pendant très longtemps, on n'a pas vraiment étudié ces structures intéressantes. Alors, somatodendritique, c'est vraiment des filets, donc avec des ouvertures dans lesquelles s'insèrent des synapses, donc des terminaisons, des boutons axonaux d'autres cellules donc, qui viennent établir un contact synaptique et donc ça s'insère dans ces structures-là, dans ces ouvertures. Il est assez facile de visualiser, de marquer les filets périneuronaux en utilisant le WFL qui est extrait de la graine de cet arbre, le Wisteria. Et vous voyez ici donc les exemples de marquage effectués au labo en fluorescence des cortex préfrontal humain. Alors avec le WFL, on voit ces filets. On peut faire un marquage histochimique d'interneurone à parvalbumine. Vous voyez donc le double marquage ici. C'est pour illustrer aussi que ça fait partie des cellules principales qui sont enrobées de ces filets. La structure moléculaire, on va aller rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment un squelette moléculaire qui est ancré dans la membrane cellulaire et les composantes particulièrement importantes de ces filets sont les CSPJ, donc les protéoglycans, et elles se déclinent sous différentes formes, agrégants, versicants, neurocorblégicants, et ainsi de suite. Et tout ça tient ensemble grâce à des protéines qui, justement, lient le tout et qui donnent aussi des propriétés fonctionnelles particulières parce qu'il y a des changements dans les proportions de ces molécules dans différentes régions du cerveau. C'est quelque chose qu'on examine présentement d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder ces structures, les filets périneuronaux? C'est parce qu'on sait maintenant que ces filets apparaissent et se développent et maturent au cours du développement. Les études animales, essentiellement, ont montré que, notamment dans le cortex cérébral, les périodes de plasticité développementale critiques,
des périodes où la plasticité est très, très élevée. Le cerveau demeure plastique tout au cours de la vie, mais jamais autant qu'au cours du développement, au cours des premiers mois, des premières années, dépendamment des espèces, des premières semaines même. Ce qu'on sait donc, c'est qu'il y a une très grande plasticité, les connexions synaptiques s'établissent et tout ça. Et dans le cortex cérébral, les neurones, les interneurones qui expriment la parole bienne, c'est des interneurones qui ont qui déchargent rapidement, c'est des fast spiking cells, et qui sont connectés d'une façon à orchestrer l'activité corticale. Donc, c'est des cellules très importantes. Lorsque le filet se met en place, et devient mature, justement, vous dites seulement les connexions synaptiques arrivent, donc tout se fige d'une certaine façon jusqu'à un certain point, et là, on voit que la plasticité décline rapidement. Okay? Donc, c'est des structures qui sont importantes pour contrôler le degré de plasticité cérébrale. Et donc, ça a été compris notamment grâce aux travaux de Lamberto Maffei, qui a utilisé une enzyme qui permet in vivo de dégrader les filets spécifiquement, donc une enzyme de chondroitinase ABC. Donc, in vivo, on peut l'injecter, les filets disparaissent et tout d'un coup, le cortex cérébral d'un animal adulte devient aussi plastique qu'au cours du développement. Vous avez ici donc une description du développement de ces filets dans le cortex cérébral humain, une étude qui a été effectuée par Sabina Beretta à Harvard. Et donc, il y a un développement au cours des premières années, au cours de l'enfance, et qui se poursuit en fait surtout au cours de l'adolescence. Il y a une espèce de plateau là, qui s'établit. Donc, c'est des périodes critiques pour le développement cortical chez l'humain. Alors, notre hypothèse était donc que puisque ces structures contrôlent le degré de plasticité dans le cortex cérébral, on s'est dit que des individus, des personnes qui subissent la maltraitance infantile, donc un stress très intense et chronique, évidemment un environnement pas tout à fait adapté au développement normal. Alors, notre hypothèse de départ était que justement, le cerveau se développerait en établissant des connexions mal adaptées et qu'elle serait stabilisée justement par une formation anormale de ces filets périneuronaux. On s'est dit qu'il y a certainement un changement à cause du stress très important, très intense qui survient chez ces individus-là. Ça doit affecter le développement des filets et ensuite la plasticité, et ça stabilise justement ces connexions qui sont pas idéales, qui sont anormales, si on peut dire. Alors, on a commencé justement en utilisant les marquages. On a confirmé, comme ça a été décrit auparavant, que la majorité de ces filets se trouvent entre les couches 3 et 5 globalement, que l'écrasante majorité, disons à peu près 80% des filets entourent les neurones à part d'albumine, les interneurones. On en a aussi autour des neurones pyramidaux dans les couches plus profondes, mais les filets sont moins intenses. On ignore encore, le domaine ignore encore quelle est la fonction des filets autour des neurones pyramidaux. Donc, c'est un sujet à explorer. On y travaille également chez l'humain. Donc, le premier résultat, c'est que il y a une augmentation, on a observé une augmentation dans ces couches principales où les filets sont les plus abondants. On a remarqué chez des individus avec un historique de maltraitance infantile qu'il y a une augmentation significative des filets. Donc, ils sont plus nombreux. Déjà, ça, c'est très intéressant. Donc, ça a été observé dans les couches 3, 4, 5 et même dans la couche 6. Donc, il y en a plus. Je n'ai pas spécifié la région, mais on parle de cortex préfrontal ventromédian. Donc, on a observé cette augmentation-là, et ça, donc, déjà, ça laisse suggérer que peut-être la plasticité est effectivement réduite parce que plus de filets, moins de plasticité. Et on a confirmé, donc, que cette augmentation-là concernait les interneurones à part d'albumine. Donc, c'est pas tous les interneurones à part d'albumine par des filets, mais c'est la majorité d'entre eux, et ça ne concernait pas, donc, les neurones pris pour le VGLUT1. Donc ça, c'est vraiment ces interneurones qui sont concernés. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y a un historique de maltraitance et si on peut aller, vous avez des groupes de maltraitance et on le compare
un groupe de dépressifs suicidés sans historique de maltraitance. Okay? Et puis, le groupe en noir ici, c'est des témoins sans dit psychiatriques qui sont décédés accidentellement, subitement également, mais qui n'avaient donc pas de maladie psychiatrique, pas d'historique de maltraitance. Donc, toujours dans ce groupe avec un historique de maltraitance, on observe non seulement plus de filets périneuronaux dans le cortex préfrontal, mais également ces filets sont plus intenses au marquage et couvrent une plus grande surface. Et ça, c'est un signe de maturité accrue. Donc, plus nombreux, plus matures, avec un historique de maltraitance. Maintenant, la question qu'on s'est posée ensuite, c'est de savoir quelles cellules contribuent à ce phénomène, parce qu'on sait déjà par la littérature que les interneurones, en fait, c'est pas ces cellules-là qui expriment les principales composantes des filets. C'est une contribution d'autres cellules environnantes. Mais chez l'humain, on n'en sait rien. En fait, même dans les modèles, on ignorait jusqu'à récemment quels étaient les contributeurs principaux des filets périneuronaux. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est de profiter de la disponibilité d'ensemble de données très importants qui ont été générés par cette étude récente effectuée dans le labo de mon collègue, mon proche collègue Gustavo Tchelecki, et menée donc par Karina Marie. Et ça, c'était l'étude justement de 5 séquençages de cellules individuelles, en fait de noyaux individuels, dans le cortex préfrontal d'individus qui sont décédés par suicide et qui souffraient de dépression par rapport à des témoins à pallier. Et donc, on a un ensemble, donc le séquençage pour le cortex préfrontal et on est en mesure donc d'aller fouiller dans ces ensembles de données pour justement voir quelles cellules exprimaient les composantes principales. Et puis, ce qu'on a trouvé, donc rapidement, vous voyez ici les différents CSPJ qui sont sur la gauche. Vous allez voir, dans un cas, plus c'est bleu foncé, plus c'est exprimé. En fait, c'est les précurseurs de l'oligodendrocyte, les OPC, qui expriment donc spécifiquement, parfois et très fortement, la plupart de ces composants. Et on a même validé, donc en hybridation in situ dans le tissu, on a validé que l'expression de ces différentes molécules est effectivement soit exclusive ou presque exclusive aux OPC. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une proximité physique accrue, donc avec un historique de maltraitance, les OPC sont plus proches des interneurones avec un filet. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans la circuiterie et que les OPC, donc encore une fois, on a validé dans le tissu en hybridation in situ, les OPC expriment donc chacune de ces molécules de façon beaucoup plus importante avec un historique de maltraitance. Maintenant, pour terminer, je vous parle de, donc ça c'est ce que je vous ai montré a été publié en 2022 et maintenant on explore davantage les mécanismes, donc les OPC, c'est très intéressant, c'est les gliales qui sont impliqués. Quels sont les autres mécanismes qui pourraient contribuer à ce phénomène? Alors, on a commencé à s'intéresser aux microglies, cellules immunitaires résidentes du cerveau. Et puis, donc, ça, c'est le travail de Reza essentiellement avec Claudia. Donc, d'abord, dans des échantillons de cortex, juste une mesure, à partir d'extraits, une mesure de différentes enzymes, différentes molécules qui sont en général exprimées par les microglies et qui vont être impliquées justement dans le clivage de différentes molécules, dont l'agrégant. Donc, ils peuvent participer à la dissolution in vivo des filets périneuronaux. Et on a vu qu'il y a une expression en général qui est moins forte, qui est moins élevée avec un historique de maltraitance. Donc, ça colle bien avec le fait qu'il y ait plus de filets. Vous voyez toujours le groupe en rouge. Donc, ça, c'est une mesure un peu crue en utilisant donc des extraits cérébraux. Maintenant, ce qu'il a fait aussi, c'est en utilisant un pull down, donc aller chercher dans le tissu les microglies elles-mêmes. C'est une espèce de confirmation que ces cellules expriment plus faiblement ces enzymes-là, notamment MMP9, une mécanoprotéinase qui est la matrice qui est très importante pour ce phénomène-là. Donc, elle est réduite en termes d'expression dans les échantillons de personnes qui avaient un historique de maltraitance. Et ça colle aussi avec le fait qu'on a moins justement de portions privées au niveau moléculaire, donc
moins de portions privées chez ces individus-là. Donc, ça colle avec les résultats sur les enzymes et avec le reste des données qui suggèrent justement qu'il y a un impact à long terme, de la maltraitance infantile dans l'organisation et le maintien des filets périneuronaux. Ça, c'est des échantillons adultes, comme je mentionnais. Donc, plusieurs décennies après la maltraitance, on voit toujours des effets très robustes qui contribuent possiblement justement au fait, ou qui prédisposent aux psychopathologies et qui augmentent justement le suicide dans ces populations. Donc, je vous remercie pour votre attention.